L'année dernière, on a monté une table ronde avec Léo sur différents aspects des AMHE qu'on trouvait peu exploités ou on ne parlait pas assez à cette époque-là. Donc après, Léo est parti plus sur une étude sociologique et moi je suis parti plus sur une partie biomécanique et proprioception pour le comportement du corps. Du coup, on va commencer. Alors, déjà en fait, pourquoi j'ai voulu faire cette conférence? C'est parce que je me suis interrogé sur la question en fait de l'art martial en tant que tel, qu'est-ce que c'est un art martial et tout ça. Donc après beaucoup de recherches et beaucoup de temps perdu sur des sujets qui ne nous intéressent pas actuellement, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait un art martial en fait c'est un art du mouvement et en fait dans le mouvement c'est quelque chose qu'on va essayer d'exprimer et nous dans notre pratique ce qu'on essaye d'exprimer à travers le mouvement c'est le côté martial et le côté regarde comme tellement je bouge bien et que en fait je suis plus fort que toi même si on n'a même pas encore croisé le fer. Donc le but c'est comme un guitariste qui joue de la guitare, au bout d'un moment il va, dans son apprentissage il va se concentrer sur sa main gauche, qui fait des accords et tout ça, et puis petit à petit, tellement il a pratiqué ses accords qu'il ne se concentre plus du tout sur ses accords mais uniquement sur la musique et sur du coup les sentiments qu'il veut donner. Et le but, je pense, des AMHE, c'est d'arriver non plus à se concentrer sur son propre corps, sur son mouvement, mais pour montrer, du coup, arriver à projeter mentalement ce qu'on veut faire ressentir à son opposant. Et si bah, il est dans le chemin de la lame, bah, il va avoir bobo. Ok. Donc, on va commencer. On va commencer du coup par commencer à parler du corps humain. Donc le corps humain, en fait, vous en avez tous un, il est composé d'os qui va nous servir de charpente, de structure. Ces os, ils sont reliés par des articulations, sinon on ne peut pas bouger. Ces articulations sont tenues entre elles avec des tendons qui sont souples, qui va nous intéresser plus tard. Et après, on a les muscles qui, du coup, permettent le mouvement à travers tout le corps humain. Dans les muscles, on va se concentrer uniquement sur une caractéristique principale du muscle, même s'il y en a beaucoup d'autres qui nous intéressent, mais là on va essayer de mettre le point sur cette différence. C'est la différence entre les fibres lentes et les fibres rapides. En gros, Alex, tu peux venir? Donc je vous présente Alex, qui va être mon visuel. Donc vous voyez, voici un magnifique corps humain. Voilà. Normalement, vous avez à peu près le même, des parties qui nous intéressent. Moins magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique? Ok, donc là, vous voyez, on a sa main, donc c'est la partie extrême de son bras. Vous voyez son mouvement, son poignet. Là, il a des fibres, ce qu'on appelle des fibres ces muscles de son poignet sont essentiellement plus composés de fibres rapides. Les fibres rapides, c'est ce qui nous permet de faire des mouvements rapides, mais par contre, on va difficilement tenir longtemps. Si je lui demande de tenir sur ses bras, au bout d'un moment, ses poignets vont se fatiguer parce qu'ils ne sont pas faits pour être forcés dans la longueur. Par contre, vous voyez au niveau de son tronc et au niveau de ses jambes, on a du coup, plus on se rapproche de son tronc, plus on va arriver à des muscles de gainage, ou par exemple les muscles de son dos, pour qu'il garde cette posture-là toute la journée, ben, ces muscles du dos et du ventre, de l'abdomen, sont principalement composés de muscles lents qui permettent un gainage et de garder une posture tout le temps. Par contre, si on lui demande, il n'aura pas le même niveau d'explosivité dans le poignet qu'au niveau des abdos. Okay, et après, dans les membres inférieurs, on va avoir un mix entre fibres rapides et fibres lentes. Sachant que dans les cuisses, c'est principalement des fibres de gainage. Et plus on s'éloigne du buste, plus on va avoir de plus grandes proportions de fibres rapides. Ok? Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser au niveau des muscles, cette caractéristique-là. Ensuite, on va s'intéresser au centre de masse. Donc là, sur une position standard, le centre de masse, il est au niveau du nombril. Si je lui demande de lever les deux bras, vous voyez, son centre de masse, ils vont légèrement monter. Si je lui demande de mettre les bras en avant, jusqu'à déplacer son centre de masse à la pointe des pieds, son centre de masse, il va légèrement se déplacer sur le devant. Ok? Pour l'instant, c'est basique. Hein. Si ça va trop vite, on vous posera des questions. Ce qui va nous intéresser aussi sur le centre de masse, c'est le polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est super simple. Vous voyez, il y a... Voilà. Vous voyez le pied, c'est la forme du polygone qui part des pointes des pieds au talon. Si vous rajoutez un troisième appui, le polygone il s'agrandit, et si vous êtes sur la pointe des pieds, le polygone est tout petit. Le but du jeu, pour rester droit, il faut qu'on garde le centre de masse à l'intérieur du polygone, sinon on tombe. Voilà. Donc là on va montrer des exemples un peu plus pratiques. Donc, fais le triangle. C'est pour ça. C'est pour la dernière partie.
Ok, donc là vous voyez le centre de masse il est en haut avec une petite polygone de sustentation, c'est-à-dire que si on pousse légèrement le haut du carré, bah, le centre il peut très facilement tomber hors du polygone. Là il est bas, c'est plus difficile de le faire tomber. Là il est complètement en équilibre. Et là, sur cette position ici, on voit que le polygone, il est à l'extérieur, enfin, le centre de masse est à l'extérieur du polygone de sustentation, c'est-à-dire qu'il est en équilibre dynamique, c'est-à-dire que s'il relâche la tension de ses muscles, bah, il va tomber. Mais par contre, comme vous voyez, cette position, ça vous rappelle la position du plongeur dans la piscine, et c'est le meilleur moyen de mettre son poids en avant, en équilibre, pour pouvoir se projeter plus facilement plus loin. Ok? C'est bon, j'ai toujours tout le monde. Donc, l'autre partie qui va nous intéresser, c'est la structure. Là, c'est une partie un peu plus concrète à notre pratique. Donc, j'ai essayé de simplifier les vecteurs pour que ce soit clair un maximum. Donc, vous voyez un premier combattant qui s'appelle Jean et le deuxième qui s'appelle Théophile. Jean pousse Théophile, classique. Ouais. Théophile, vous voyez, il a une structure où son alignement épaules, hanches et chevilles sont complètement alignés. Donc la force de Jean, représentée par ce vecteur, est compensée du coup par la projection du sol et de son poids qui représente celle-là. C'est bon, c'est clair? Ok, donc le but? Non? Ok, gardez vos questions, on reviendra après, parce que je suis timé. Donc vous voyez, tant que du coup cette force passe par son corps, c'est ok, parce que du coup son gainage peut absorber son vecteur d'opposition. Si par contre on est dans le cas contraire, c'est-à-dire que là Théophile va pousser Jean, donc on est pareil, centre de masse, frottement, force extérieure, et là la projection, elle passe du coup par sa jambe, mais par contre pas par son dos. Ici on a un point de rupture, où en fait, là, ça va être uniquement du coup la force du haut de son corps qui va se battre contre l'ensemble de la force de Théophile. Et généralement, ce point de rupture-là, il va créer un déséquilibre, et du coup, on va perdre le rapport de pouce-pouce. Donc voilà. Donc structurer, savoir du coup quelle force traverse notre corps pour qu'elle traverse complètement et pas qu'elle sorte de notre corps, c'est aussi important à savoir. Là, on va s'intéresser du coup à 3 types d'énergie qu'on peut créer avec notre corps pour donner un coup, ou pour absorber un coup, ou tout ça. Sachant que du coup, cette énergie-là qu'on va créer, il va falloir qu'on arrive à la canaliser et qu'on arrive à l'exploiter à son maximum. Donc, la première énergie qu'on va voir, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, techniquement, tout le monde a une petite idée de ce que c'est. C'est ce qu'on va produire avec une chaîne cinétique. Par exemple, si Alex est assis sur cette chaise. Alex est complètement attaché. Il ne peut bouger aucun membre de son corps, même son dos, parce qu'il est attaché à une chaise avec un dossier. Par contre, il a un bras libre. Donc quoi? Donc là, je vais le tenir en entier, et avec ce bras libre, il a une balle. Tiens, une balle. Et je vais demander, du coup, de lancer la balle la plus loin possible. Vas-y. Voilà. Donc là, vous avez une chaîne mécanique qui est uniquement composée de son bras. Donc, petite chaîne. Par contre, si Alex est debout, qui est complètement libre de bouger et tout ça, je lui donne une balle, et avec cette balle, tu vas lancer en utilisant le maximum de muscles dans ton corps. Voilà. Donc là, vous avez une idée, donc avec la différence entre une petite chaîne mécanique composée uniquement d'un bras et comparée à la production qu'on peut faire avec tout le corps. Donc là, vous voyez bien la différence que la balle qu'on lance avec tout le corps va beaucoup plus loin, a beaucoup plus d'énergie que juste avec le bras. Ce qui nous intéresse dans une chaîne cinétique, ça va être ça. C'est-à-dire, quel muscle on va contracter, dans quel sens, pour optimiser. Le but de la chaîne, c'est de commencer du coup par un muscle le plus proche du corps pour augmenter du coup la vitesse de plus en plus vite jusqu'à la fin, jusqu'à propulser avec le bout des doigts. Ok? On va en revenir un peu plus en détail sur le lancer de balle avec d'autres énergies, mais globalement la chaîne kinétique c'est quelque chose que vous avez déjà pu expérimenter dans vos mouvements et même dans la vie de tous les jours. Ok?
Une étude sur la scène kinétique qui va nous intéresser, c'est une étude sur la fente. Est-ce que tu peux nous faire une fente d'escrime? Voilà, donc là, avec le bras et tout ça. Donc ça, c'est une étude, vous voyez, où on a demandé à des experts et des novices de faire une fente d'escrime. Le but, c'est qu'ils ont une rapière et toucher une cible sur un top. Et ce qui nous intéresse, là, du coup, c'est les parties du corps du bas et la différence, du coup, entre les experts et les novices. Techniquement, les experts sont plus forts, du coup, ils ont des meilleures performances. Là, vous voyez, du coup, je vais le mettre ici. Vous voyez, normalement, donc là, c'est l'ouverture de hanche avec l'amplitude qui arrive en premier. Ensuite, on a du coup le genou et enfin la cheville. Donc vous voyez bien que les experts ils manipulent du coup leur corps dans un ordre très précis qui part du buste jusqu'à arriver à l'articulation la plus extérieure de leur corps. Donc ça fait hanche, genou et cheville en dernier. Et maintenant, on va passer du coup aux novices, donc qui sont en haut. Vous voyez, en comparaison, déjà, l'écrêtage et l'amplitude est beaucoup plus basse. C'est-à-dire qu'ils ont une contraction sur un plus long terme, mais par contre, sur une plus petite amplitude. C'est-à-dire que eux, vu qu'ils n'ont pas concrètement de pic, ils ont tendance à tout contracter, à tout ouvrir en même temps. Ce qui fait que leur chaîne mécanique n'est pas en sommation de force, ça ne fait pas plus, mais ça fait plus global. Et plus global, ça ne va pas nous aider. Idéalement, ce qu'il faudrait qu'on fasse dans tout mouvement, et pour respecter une chaîne mécanique, c'est qu'on active maillon après maillon. Après, l'idée, c'est de savoir quel maillon on active, dans quel sens, tout ça. Et ça, c'est un exercice mental. Donc voilà, donc là, vous voyez bien que du coup, les experts, ils ont des plus hautes performances par rapport aux novices qui contractent tout en même temps. Ensuite, une autre énergie qui va nous intéresser, c'est l'énergie de potentiel de pesanteur. L'énergie de potentiel de pesanteur, en gros, c'est notre poids. C'est comment on va déplacer notre poids dans notre mouvement. Comme vous avez vu tout à l'heure avec l'équilibre, si on met le poids en avant, on va tomber en avant, si on va en arrière, ça va tomber en arrière. Si le poids sort du polygone de sustentation, on va tomber. Ce qui va nous intéresser ici, donc là, c'est un exemple d'un Superman Punch. Vous voyez tous ce que c'est un Superman Punch ou pas? Okay. Tu sais faire un Superman Punch? Romain, Superman Punch. Je te la mets dans la gueule. Non. Voilà. En gros, voilà, vous avez vu un déséquilibre vers l'avant avec une compensation sur la jambe arrière pour éviter de tomber. Le but, c'est de projeter du coup notre poids en avant et pour éviter le déséquilibre, on va projeter la jambe en arrière pour compenser. Ok? Donc ça, c'est un truc qui est une prise qui est très connue en sport de combat moderne. Et dans notre application d'AMHE, ce qu'on voyait souvent, ça va être le type des stocks projetés. Est-ce que tu peux nous faire un exemple d'une estoc où tu vas pousser avec ton poids en avant? Voilà. En gros, on va structurer en avant, on va laisser tomber son poids sur le devant, qui vient du coup mettre le poids sur la lame pour avoir plus d'énergie, alors que techniquement, on s'est juste laissé tomber. Et puis, si on rajoute du coup la projection en avant, ça va rejeter du coup l'énergie cinétique plus notre poids à notre cou. Du coup, on va arriver avec 2 fois plus d'énergie que si en fait on fait sans rien, sans bouger et sans déplacer son poids. Ensuite, la troisième et dernier type d'énergie qui va nous intéresser, c'est l'énergie potentielle d'élasticité. En gros, c'est quoi? C'est imaginer un ressort. Donc, sous sa forme non excitée, il est complètement compressé. Et quand on l'étire, c'est-à-dire qu'on va le déformer, on va mettre en charge du coup de l'énergie, et quand on va le relâcher, ça va libérer toute cette énergie pour reprendre sa force initiale. Donc là, c'est assez abstrait, mais par contre, les tendons, c'est élastique. C'est-à-dire qu'on peut stocker une énergie dans nos tendons et dans nos muscles pour pouvoir la reprojeter dans notre cou. L'exemple le plus parlant que j'ai trouvé, c'est quand on va pitcher une balle de baseball. Donc pitcher, c'est juste lancer, et les Américains, ils sont très portés sur l'optimisation du mouvement. Donc comme vous voyez, là, dans les images, ce sont des gens, ils ne sont pas arrachés le bras, on est d'accord, hein, et ils ont juste étendu, du coup, le bras à maximum de leur élasticité pour stocker toute l'énergie du mouvement juste dans les tendons pour ensuite la relâcher en activant que le bras. Ok? Donc là, vous voyez, vous avez toute la forme du pitch. D'ailleurs, vous voyez que là, il va monter son centre de gravité, il va le laisser tomber en avant
pour avoir de la projection. Et à partir de là, il va stocker du coup toute l'énergie qu'il a accumulée dans les phases précédentes dans son poignet pour du coup, dans un centre kinétique où ses muscles les plus extérieurs sont les fibres les plus rapides, vont pouvoir augmenter la vitesse de la balle et donc l'envoyer le plus loin possible. Ok? Donc je ne vais pas vous demander de vous arracher le bras, mais cet après-midi, si vous faites l'atelier, vous allez voir qu'il y a des moments où on va essayer de stocker de l'énergie dans les épaules. Ok? Spoiler pour tout à l'heure. Donc là, vous voyez donc Jacopo qui fait un mouvement de lasso. Vous voyez que du coup, sur l'oblique interne, avec la jambe en arrière et l'épaule, est complètement étendue. Et à partir de là, en fait, de cette position, il va faire un pas en avant où sa jambe gauche va aller sur le devant et en même temps qu'il va contracter son oblique, va donner un coup avec son épée. Ok, c'est-à-dire que là, il s'est complètement étendu et après, il va contracter son corps, son abdomen pour avancer et donner son coup en même temps. Donc c'est une application dans les arts martiaux historiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez un coup donné par Martine Fabian qui regroupe ces trois types d'énergie. Là, vous voyez, il a descendu son centre de pesanteur, il a avancé sur le devant avec un léger déséquilibre. Quand il a fait sa rotation entre le haut et le bas, il a utilisé du coup l'élasticité de son buste pour rotationner. Et ensuite, après, il a poussé avec les bras pour prendre le centre et un léger déséquilibre sur l'avant pour pousser la pointe. Donc, ok. Je vais vous la remonter. Donc là, il se compresse son corps. Vous voyez une poussée avec son épaule, où il vient donner un coup avec les abdomens. Ensuite, les bras qui vont finir et le déséquilibre à la fin. Ok? Donc là, c'est une application micro de toutes les énergies qu'il va stimuler dans son corps pour donner juste un coup. Ok, j'ai encore tout le monde là? Ok, super. Donc là, c'est une application mécanique de la sommation de tout. Vous voyez que du coup, pour un mouvement, donc une balle qu'on laisse tomber, on va monter, ça va prendre de l'énergie potentielle de pesanteur, ça va descendre, ça va prendre de l'énergie kinétique. Plus ça descend, plus l'énergie potentielle va disparaître, plus ça va prendre de l'énergie kinétique. Quand ça va rebondir, ça va s'affaisser, ça va détruire sa structure pour stocker de l'énergie élastique, pour remonter, etc., etc. Le but, c'est que quand on fait un enchaînement de coups, on soit toujours en mouvement perpétuel, toujours avec une énergie qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui ne jamais s'arrête, à part pour finir le combat, la venue et partir au loin. Ok? Et si on arrête statique et on n'a plus d'énergie, c'est là où en fait on a une ouverture et que c'est la mort. Enfin, c'est pas bien quoi. Ok. Donc maintenant qu'on a vu comment créer de l'énergie dans notre corps, on va s'intéresser à comment savoir quand on a de l'énergie avec la proprioception. La proprioception, c'est quoi? C'est super simple, c'est notre corps en fait qui va nous renvoyer des informations sur notre corps en lui-même. Donc c'est facile, on a les yeux qui permettent de savoir si on a la tête en bas ou en haut. On a l'oreille interne qui va nous donner des informations sur l'équilibre. Par exemple, si on a la tête en bas et que l'oreille interne elle tourne dans tous les sens, c'est généralement qu'on est en train de faire des roulés-boulés quelque part et que c'est pas cool parce qu'on n'a pas d'appui au sol propre. Et par contre, ce qui va nous intéresser, c'est que du coup, dans les fibres et dans les tendons, on a des retours d'informations qui remontent au cerveau pour nous dire à quel point c'est contracté, à quel point c'est relâché et tout ça. Donc c'est sur cette partie-là, les retours d'informations du corps, qui va remonter dans notre cerveau, qui va permettre de savoir qu'est-ce que fait notre corps en temps réel. Okay, pour pouvoir se reconcentrer dessus. Donc, sur une partie proprioceptive normale, c'est-à-dire que je vais demander, Alex, un corps humain, je vais demander à Alex de lever le bras. Lève le bras. Voilà. Donc là, il a dit quoi? Son cerveau a dit, ok, je vais lever les bras, je vais monter ma main en l'air. Sa main en l'air, elle a dit, hey, regarde, je suis en haut. Et du coup, son cerveau a dit, oui, c'est normal, je t'ai dit d'aller en haut, c'est normal que ta main est en haut. Normal. Ok. Maintenant, ça c'est ce qui se passe en temps normal quand vous voulez. Par contre, donc, si je vais demander à Alex de faire une tâche compliquée, alors je vais demander de dessiner un avion. Dessine un avion dans le vide. Voilà. Alex, il va pas se concentrer, il va pas dire ok, poignet, fais, contracte-toi de 10% et relâche ton ouverture de poignet à 30%. Il va pas se concentrer sur ce que fait son corps, mais sur ce que son corps doit faire. Est-ce que c'est clair, la différence? Ok. Donc du coup, à partir de là, en fait, son cerveau va dire ok, il faut que tu dessines un avion. Sa main
elle va lui renvoyer des informations, mais il va pas dire « Hey, regarde, je suis en train de dessiner un avion ». Elle va dire à quel point, en fait, ses fibres et ses muscles vont se contracter, qui vont lui renvoyer, du coup, l'information au cervelet. Et là, tu as une petite partie du cerveau qui est trop bien, qui fait la sommation des deux, et qui voit, en fait, si ce qui ça m'indique et ce que son cerveau lui envoie, c'est la même. Ok? Donc, le problème, c'est que des fois, on fait un mouvement. Par exemple, tu dessines un avion. Dans votre tête, c'est l'avion, il est magnifique, il est là, il est là, il est là, vous le voyez. Mais par contre, votre main, elle ne sait pas dessiner un avion. Et du coup, elle vous fait juste une patate avec deux ailerons. C'est ce qui arrive quand on ne sait pas dessiner. Du coup, l'information entre les deux, elle dit « c'est pas complètement ça que je voulais ». C'est ce qui arrive quand, du coup, on a une erreur. Alors, quand on a une erreur, tu peux venir. Alex, reste là. Donc, moi, je suis la partie cerveau. Manu, ça va être la partie du cortex. Et Alex, ça va être la partie de la main. Si moi, je donne un message à Alex, je lui dis « dessine-moi un avion », lui, donc je lui envoie le message à Manu, donc la partie cortex qui va faire la sommation, je lui dis « ok, on va dessiner un avion ». Alex, il va dire « oh, j'essaie de dessiner un avion, mais en fait, je dessine une patate ». Lui, quand il va renvoyer une partie, il ne va pas me l'envoyer à la partie qui va décider, mais il va l'envoyer à la partie au cortex qui fait la différence. Il va dire « j'ai fait une patate ». Et Manu, il va dire « ouh là là, c'est pas du tout, il y a un conflit, il y a un problème là ». Et du coup, il va dire directement au corps en mode « non, c'est pas une patate, il faut l'étaler, l'ovale, et faire des trucs plus détaillés ». Enfin, là c'est un exemple, mais quand vous faites un mouvement complexe d'une action, par exemple un embellissement ou autre chose, c'est la même chose, c'est comment en fait on va bouger notre corps. Et en fait, c'est l'adaptation en direct de cette partie-là qui va pouvoir nous intéresser. Le truc, c'est que plus vous allez bouger, plus vous allez dessiner des avions, et mieux vous allez savoir dessiner des avions. Indubitablement. Et c'est pareil pour les mouvements. Plus vous arrivez à... vous faites des mouvements complexes avec votre épée, plus ça va vous paraître simple, parce que du coup, la partie carte mémoire de votre cerveau a enregistré le mouvement, et du coup, ça va être plus simple pour lui en mode, il va plus dire, ok, c'est allongé avec des grands ailerons et t'as des hublots, t'as une queue à l'arrière. Il va dire, ok, dessine un avion, tu sais faire. Et Alex, il saura faire dessiner un avion. Enfin, chemin. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez compris que du coup, la répétition est très importante. Et ce qui est magique aussi, c'est que la partie du cervelet qui contient du coup toutes les cartes motrices ici, on peut aussi la stimuler, non pas en bougeant, mais en regardant. Si je regarde pendant des heures et des heures une personne qui dessine un avion, ben, j'aurai déjà plus de facilité à dessiner un avion, par contre, contrairement à quelqu'un qui n'a aucune idée de comment dessiner un avion. C'est clair? Ok. Donc ça, c'est la partie proprioception qui nous intéresse. Une fois que notre corps, il sait faire ça, on va s'intéresser du coup aux indices extérieurs pour optimiser du coup le mouvement. Alors, tu as une étude donc il y a plein d'études là-dessus, en sport et tout ça, c'est que là pour l'instant, ouais, je sais, pour l'instant, toutes les parties que je vous ai demandées, c'est des focus dans votre corps. Par contre, si je vous demande Alex, je vais te demander de fléchir les jambes et de les étendre au maximum en poussant tes bras vers le haut. Voilà, donc il a sauté. Maintenant, je vais dire, essaie de toucher le néon. Touche le néon. Voilà, donc là, bon, vous n'avez pas pu le voir, mais techniquement, sur le deuxième saut, il est allé plus haut que sur le premier saut. Sur le premier saut, je lui ai demandé de se concentrer uniquement sur les parties de son corps, et la deuxième partie, je lui ai demandé de se concentrer sur une partie en dehors de son corps, ce qui lui permet du coup de optimiser ses capacités. Je suis parti du principe qu'il savait sauter aussi. Voilà, je me suis un peu avancé. Donc, quand on connaît un mouvement à l'intérieur de son corps et qu'on sait qu'on le maîtrise, on va essayer d'augmenter sa capacité, et c'est grâce à des focus extérieurs qu'on va pouvoir arriver à cela. Donc plus on s'entraîne sur des capacités à l'intérieur de notre corps, plus on va avoir un contrôle proprioceptif, on va comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on a ça, l'étape suivante, c'est se contrôler sur ce qu'il y a à l'extérieur. Alors là, je fais un wording parce que pour l'instant, je parle uniquement des mouvements en solo. Je ne parle pas encore de l'opposition. Ok ? Donc,
À partir de là, ce qui va m'intéresser, c'est les recherches de Nikolai Bernstein. Donc, c'est un Russe qui a fait, à l'époque, à l'Union soviétique, on lui a demandé d'optimiser les chaînes de production de coupeurs d'acier dans une usine en URSS. Et on lui a dit pourquoi les nuls, pourquoi les débutants ils sont mauvais, pourquoi les experts ils sont forts. Et grâce à plein d'études qu'il a faites lui-même, il s'est rendu compte qu'en fait, un mouvement, quand on le maîtrise, c'est pas parce qu'on connaît la cartographie de comment notre bras il va bouger au millimètre près, c'est juste que en fait, quand on maîtrise vraiment un mouvement, c'est qu'importe la situation, on arrive à modifier en direct le mouvement pour arriver à nos fins. Est-ce que c'est clair? Oui? Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, c'est ce qui va à rajouter notre adaptabilité. Il y a une expérience qui a été faite, c'est sur des batteurs de baseball. Ils ont toujours la même batte au gramme près. Ils arrivent, ils sont très très bons avec leur batte. Et un jour, on a demandé de frapper, faire tout pareil avec une autre batte, mais avec un équilibrage et un poids différent. Et là, ils se sont rendus compte que ceux qui commençaient depuis moins longtemps étaient beaucoup plus en difficulté à s'adapter grâce avec leur nouveau outil que ceux qui faisaient ça depuis plus longtemps. Ils étaient en mode, c'est pareil, c'est qu'un outil, le mouvement il est dans mon corps, il est pas l'outil. Ce qui nous intéresse en fait, c'est pas, si on n'y arrive pas, c'est pas la faute de l'épée en soi, c'est juste en fait qu'on n'a pas assez intégré le mouvement en nous-mêmes et que en fait le moindre changement de situation dans l'environnement peut amener à des complications de mouvement. Donc j'ai fini. Il me reste 3 minutes. Wow. Ok, je vais arriver à la conclusion. Donc du coup, comment on peut s'entraîner en solo du coup sans son environnement pour l'instant? En fait, il faut connaître son corps, déjà avoir une idée globale de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Par exemple, si Alex ne savait pas sauter, non c'est bon, et que je lui dis touche le néon, il aurait fait oulala, je suis un peu en difficulté, je ne sais pas comment on décolle du sol. Mais bon, généralement, on a tous été enfants, on a tous fait n'importe quoi avec notre corps et on a tous fait, on a un peu les bases du mouvement. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est quand on va faire une technique, donc ce qui va nous amener à un mouvement complexe. Quand je dis un mouvement complexe, c'est par exemple si on fait un coup du paysan. Tiens, vous pouvez me faire un coup du paysan dans les airs, Manu, Alex? Voilà. Donc là, en fait, il y a une approche où en fait, il va lever les bras. À partir de quand il a les bras levés, quand on pousse sur son arme, il va ressentir du coup le coup de l'épée pour pouvoir se protéger et donner avec le décalage tout ça. C'est-à-dire que là, Alex, il dit pas à son corps, ok, je lève les bras au-dessus de ma tête avec la pointe, après à partir de là, donc ça c'est des focus internes. Au bout d'un moment, quand il maîtrise vraiment le coup, il fait juste l'action en mode, ok, décalage et frappé, tout en même temps. Et c'est plus un découpage assuré. Donc à partir de là, il faut connaître du coup le découpage assuré pour être sûr qu'on maîtrise le mouvement. Une fois qu'on maîtrise le découpage, il faut qu'on arrive à créer tout un bloc que du coup notre corps il comprenne que ce mouvement complexe, c'est tout ça, ça ne devient qu'un seul bloc mental. C'est un peu quand vous faites une musique à la guitare. Vous ne dites pas, ok, index, fret 1, corde 3 et tout ça. Si vous faites l'accord de Ré, c'est l'accord de Ré, vous savez tout le bloc d'accords de Ré, où est-ce que vos doigts fait. À partir de là, après, quand vous faites Hotel California, vous ne dites plus, ok, c'est Ré, Do, Sol, Do, c'est Hotel California, et tout ça devient un seul bloc. Ok? Donc après, il faut arriver à faire ça, petit à petit, avec tous les gestes et toutes les techniques qu'on arrive à avoir dans notre corpus corporel de pratique. Voilà. Je suis à l'heure. 44 secondes. Très fort. Merci beaucoup Robin pour cette présentation. On va discuter un petit peu pendant 10-15 minutes sur ce truc-là. S'il y a des gens qui ont des questions dans le public, n'hésitez pas. Moi j'avais une question. La première question qui me vient suite au fait de visionner un petit peu cette conférence, c'est quel est, à ton avis, le meilleur moyen d'intégrer ça dans les entraînements d'AMHE? Est-ce que tu as des méthodes, des techniques, des choses, des idées concrètes qui te permettent effectivement de concrétiser ça? Outre le fait, évidemment, j'imagine que tu vas présenter ça dans ton atelier cet après-midi. Alors déjà, pour la question, en fait, la réponse elle est plutôt simple, c'est qu'en fait, il faut s'adapter à la personne qui est en face.
si, vous voyez, généralement, vous en donne peu ou pas des cours particuliers. Si je donne un cours, ils sont 2 élèves, il y a Manu et Alex. Alex est très à l'aise avec son corps et Manu pas du tout. Je vais arriver à lui donner, aujourd'hui on va faire le coup du paysan. Les informations que je vais donner à Alex et les informations que je vais donner à Manu, ce ne sera pas les mêmes. Même si au début, je vais donner un tronc commun, c'est-à-dire ok, le coup du paysan, il y en a un qui attaque avec la cible tête, l'autre il va parer du coup en faisant un pas sur le côté avec l'épée en l'air au-dessus de la tête, et après une fois qu'il a réussi, donc ça c'est la technique que je vais donner au tronc commun. Et après les feedbacks, donc feedback à Alex qui maîtrise mieux, je vais lui demander de se concentrer sur des indices externes pour optimiser son mouvement, contrairement à Manu qui lui n'arrive pas à synchroniser toutes les briques, à les mettre dans l'ordre. Je vais lui dire ok, d'abord tu commences pas par faire ton pas et après tu lèves les mains, tu commences à lever les mains et tout ça, pour que du coup sa carte mentale à Manu puisse se remettre en ordre dans sa chaîne kinétique, pour qu'il puisse arriver à le faire fluidement, pour qu'il puisse consolider son bloc uniquement en se concentrant sur des indices internes. Contrairement à Alex qui lui maîtrise déjà le bloc. Et du coup, pour aller plus loin et pas qu'il s'emmerde, je vais lui donner du coup des feedbacks et des indices pour optimiser son mouvement. Et la répétition. Répéter tout le temps, c'est bien. Et regarder aussi tout le temps, c'est bien. Alors moi j'avais une question aussi pareil dans la question d'intégrer ça aux entraînements d'AMHE parce que en fait tout ça c'est super intéressant et tout et ça fonctionne très bien pour des sources où tu peux avoir des images ou alors tu peux avoir par exemple comme Barroso ou quoi avec des des indications de tu fais tel mouvement, tu es dans telle position puis ensuite tu fais tel mouvement et tu passes dans telle autre position etc. Mais par exemple si tu si tu as des sources plus plus floues, par exemple si tu n'as pas d'image, je pense par exemple notamment sur Salmande ou d'autres traités comme les Petco, par exemple tu peux avoir des gros détails mais qui ne se focalisent pas forcément sur des choses, sur des bonnes choses et aussi notamment, encore plus pour les Petco, où tu peux avoir un focus social sur l'idée de maîtrise du corps, etc. et finalement l'optimisation gestuelle du bien secondaire. En fait, tu as une difficulté en plus par rapport à cette question biomécanique et comment est-ce que tu arrives à traverser cette difficulté en plus? Alors là, j'ai parlé uniquement de la biomécanique de version moderne. Après, un jour, il y aura la suite de la conférence où on va s'intégrer du coup les traces qu'on peut lire dans les traités de biomécanique. Après, pour les sources allemandes, je ne vais pas trop m'avancer parce que j'y connais rien du tout. Je fais uniquement de l'italienne. Mais par exemple, dans Marozzo, il y a plein de clés où ça ne va pas être dans les assauts, mais ça va être dans avant. Et aussi, je pars du principe que du coup, la pratique de Marozzo est basée sur les pratiques des sources intérieures, donc Fiore et Vadi, qui donnent déjà des petites clés. Et je théorise ou je pars du principe que du coup, en fait, les indices qu'on va avoir dedans, ça, à l'époque, ils les connaissaient et ça va nous aider pour la suite. Et après, tu as, par exemple, dans l'assaut 1 partie 4, il y a un truc, c'est complètement obscur, il n'y a pas de détails, et en fait, le reste, c'est expliqué dans la suite. Donc du coup, en fait, il faut lire le traité, surtout les débuts et les introductions, où là, il y a beaucoup de petits détails, où c'est très intéressant. Par exemple, sur tout ce qui est Vadi et Fiore, il ne va jamais parler de biomécanique, on est d'accord ? Mais par contre, il y a tous les signaux avec la gestuelle des animaux qui va nous donner, qui donne des images. En fait, c'est le même principe que du coup un indice extérieur. Donc, si je te dis, sois solide comme un éléphant, de suite, mentalement, vous projetez du coup un éléphant et ça vous donne déjà une posture. Alors que si je vous dis, sois lourd comme un aigle, ce ne sera pas la même projection mentale que vous allez avoir. Okay, et du coup, Vadi, il a la Segno, il y a des animaux de partout. Et ça, c'est super intéressant niveau biomécanique. Même si d'un premier abord, on dit ok, le type est fou, il a une main gauche de chien, sa main droite, c'est un serpent, et c'est ça. Donc après, pour l'allemand, je sais pas, mais après, de toute façon, à l'époque, ils avaient un corps humain qui est presque comme le nôtre, ou comme Alex, ce magnifique modèle que j'avais. Et du coup, jouer avec son centre de gravité. Nous, on le sait maintenant, et on peut peut-être supposer qu'à l'époque, il comprenait, il jouait avec sans l'avoir théorisé à l'écrit
ou même que de base, le polygone de sustentation, tu vois, c'est pas du tout un terme qui est ancien, on est d'accord, mais je pense qu'ils avaient compris que juste si tu sors ton nombril de tes pieds, tu tombes. Donc, après, tu vois, tu as tout plein de trucs comme ça que tu peux projeter, comme dit, ok, bon, ça, ils savaient faire. Alors que c'est là où, du coup, ça regroupe sur les recherches de Léo, parce qu'à l'époque, ils étaient quand même beaucoup plus en travail avec leur corps, donc ils avaient une carte mentale beaucoup plus développée que genre un informaticien qui ne fait que de l'ordinateur toute la journée, qui lui, en fait, est beaucoup dextérité au clavier. Ok, mais là, dans notre pratique, taper au clavier, c'est pas quelque chose qu'on a besoin mentalement. Donc, par contre, si je sais pas, tu tailles des cailloux toute la roche, donner un coup de marteau sur un endroit très précis, ça, tu sais très bien le faire. Voilà. Je sais pas si j'ai clairement répondu à tes questions. Oui et non. Disons que ça revient, c'est facile pour. Les sources italiennes avec ce mode d'analyse sont plus faciles parce qu'elles donnent. Il y a d'autres sources, en fait, c'est compliqué et c'est un travail à faire, mais c'est intéressant. Ouais. En tout cas, moi je trouve que c'est un raisonnement en effet à avoir pour l'analyse. Oui, voilà. Après, je suis d'accord. Genre, tu regardes le Florus Beatorum de Fiore, t'as pas grand-chose d'explication et c'est pas là où tu vas pécho toutes tes informations de biomécanique. On est d'accord. Après, les sources allemandes que tu parles, je ne les connais absolument pas, donc c'est difficile pour moi de te trouver des exemples là-dedans, alors que je connais pas. Donc, voilà. D'autres questions? Oh putain. J'entends pas. J'ai souvenir qu'il y a des débutants, typiquement, qui ont un gros problème avec l'allongement du bras. Ouais. Et je pensais que c'était purement proprioception, etc. Et Olivier Dupuis m'avait fait remarquer que, en fait, quand tu prends les bras avec une épée dans les mains, ça tire son vélo. Ouais. Et t'as un côté que, du coup, comme ça, t'as un lien avec le renforcement musculaire et que moi j'ai du mal à s'en défaire. Après, t'as un autre problème aussi. Alex, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux faire un mandrito? Pardon. Donc oui, tu as un autre problème aussi dans la chaîne biomécanique que j'ai pas dit parce que ça allait rallonger, j'allais déborder. C'est si Alex fait un mandrito. Voilà, donc là il a bougé, mouvement complexe, il a bougé dans tout son corps, c'est magnifique, c'est beau. Par contre, là où un débutant ne va pas maîtriser du coup la chaîne et la cue list de toutes les contractions de son corps, parce que c'est trop complexe, il n'a pas l'habitude de travailler son corps, il va simplifier son corps. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire, ok, j'ai 102 os, j'ai 43 points d'articulation en 2 dimensions et en 3 dimensions. Du coup, il va dire, ok, j'ai 2 bras avec juste un coude sans poignet et mes jambes, c'est juste des barres de fer. Et du coup, fait du coup un mandrito avec des jambes barres de fer et uniquement avec des épaules et des coudes. Voilà, et ça c'est de la merde. Enfin, c'est un mouvement qui n'est pas encore complètement maîtrisé et parce qu'en fait, apprendre son corps, c'est compliqué quand on ne l'utilise pas. Donc du coup, même quand on donne un coup en allongeant les bras, si déjà mentalement on n'a pas conscience qu'on a des poignets, c'est difficile. Et si on n'a pas confiance que notre corps est composé de vertèbres qui bougent de manière plus ou moins indépendante, et qu'en fait on s'imagine que du coup notre dos c'est un seul bloc de buste, oui, tu simplifies encore plus ton mouvement, tu contractes encore moins de muscles, et du coup tu as encore moins d'énergie qui est déployée. Et du coup ça, en fait, c'est juste remarquer du coup à ton élève, dire attention, là ton mouvement, tu l'as trop simplifié dans tes mouvements, bouge avec ton poignet, bouge avec le haut de ton corps et tout ça. Donc là, c'est des feedbacks de l'instructeur qui doit être donné à l'élève parce que l'élève, lui, dans sa proprioception, elle est saturée d'informations déjà. Avec 3 articulations, il est déjà au bout. Il faut du coup lui apprendre à découvrir son corps. Je retire peut-être la dernière phrase. C'est historique ça. Ouais, Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, oui. Mais bon. D'autres questions? Oui. Quoi? Donc moi je voulais savoir, en tant que débutant, Ouais. qu'est-ce qu'il faut
qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en compte ça dans nos apprentissages et donc apprendre le mieux possible? Surtout si on a un proviseur qui n'est pas forcément formé à ça, comment faire en sorte d'en tenir compte dans nos apprentissages? Alors, tu as des exemples très très simples. Est-ce que tu as un grand miroir chez toi? Eh bien, tu vas pratiquer en faisant des mouvements devant ton grand miroir. Ce qui fait qu'en fait, ton retour proprioceptif, il passe à la fois par ton corps, mais aussi visuel, parce que tu peux voir ton corps. Donc, une fois que tu fais le mouvement, donc si tu le fais mal, tu dis « Ah ben en fait, là, j'ai pas du tout bougé mes pieds. » Donc, hop, ok, il faut que je débloque un petit peu le miroir. Et en fait, tu vas entraîner du coup ton retour proprioceptif par le corps et par la vue en même temps. Donc ça, travailler face à un miroir, c'est excellent. Et après, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Jamais on s'arrête de répéter. Ce qu'on disait dans les arts martiaux asiatiques, c'est tu frappes 100 fois de la droite dans le vide, 100 fois de la gauche dans le vide, ensuite tu frappes 100 fois contre un arbre, 100 fois contre l'autre arbre, 100 fois contre un béton, 100 fois contre un béton, et après tu recommences. Et quand tu l'as fait 50 ans, tu sauras peut-être donner un coup de poing. Voilà, juste un coup de poing. Hein. Voilà. Et ça, à force, au bout de plusieurs répétitions, quand tu l'as donné beaucoup de coups de poing, on dit ouais, pas trop mal, peut mieux faire. Donc, arrête-toi jamais de bouger. Et même quand tu es fatigué, parce que des fois tu seras fatigué, tu regardes des autres bouger. Et là, tu continues à travailler en reposant ton corps. Voilà, bon, c'est très barbant comme réponse, mais il n'y a pas mieux, quoi. Un truc aussi quand tu bosses, c'est potentiellement chercher à être plus ample que ce qu'il faudrait. Parce qu'en général, comme je disais tout à l'heure, tu veux faire un mouvement plus simple, donc ton mouvement il est pas très ample. Et en fait, à te forcer à être ample, tu vas forcer à te mobiliser. Et quand bien même, tu ne serais pas du tout aussi ample en sparring. Exagéré. Je sais pas si tu es d'accord. Ça te permet en fait par exemple, si tu fais un petit mouvement d'épaule, ton retour de progressif d'épaule, il va être plus discret que si tu fais un grand mouvement d'épaule. Donc exagérer les mouvements, ça pourrait te permettre de découvrir ton corps plus rapidement. Faut que j'arrête cette émission. Ok, d'autres questions? J'entends pas. J'ai dit juste prendre conscience de ton corps. Oui, prendre conscience de son corps. Ouais, c'est ça. Ouais. Prendre conscience de son corps, ouais, c'est. Prends des notes. Ouais. Oui. Est-ce que d'autres questions, ça a été clair? J'ai perdu personne? Oh putain, 0 carton rouge. Ok. Bon, merci. Merci à tous et voilà.